Voilà, et merci d'être présents aussi nombreux pour rencontrer Alice Zeniter. Merci à vous, Alice Zeniter, d'être présente ce soir. Finalement, ça fait... La dernière fois que vous étiez à Saint-Brieuc, c'était donc à la Passerelle pour les Cafés de l'Architecture, il n'y a pas très longtemps, mais c'est peut-être la première fois que vous venez parler de l'art de perdre à Saint-Brieuc. Oui. Voilà. Et doublement merci aussi, puisque cette soirée, je le dis dès maintenant, est proposée par les bibliothèques en partenariat avec le groupe Éducation Nouvelle Maison Louis Guillou, qui va organiser demain un atelier d'écriture que vous animerez. Je pense que l'atelier est complet déjà, voilà. Mais voilà, c'est un week-end où vous êtes à l'honneur. Vous êtes avec nous ce soir pour parler principalement de l'art de perdre, qui est du coup votre 4e roman, même si vous avez écrit d'autres formes romanesques, des récits. On vous avait vu d'ailleurs à la bibliothèque Albert Camus pour une lecture d'un ours sauf course, qui est un conte musical pour enfants, un petit peu philosophique quand même, que vous aviez également mis en scène ensuite à la Passerelle. Vous avez aussi récemment du coup, proposé une écriture théâtrale d'Ansel et Gretel, qui a été du coup donnée à la Passerelle il y a environ, je dirais, 2 mois, peut-être. C'était tout début décembre. Voilà. Et donc ce soir, l'art de perdre. Alors, vous avez obtenu pour l'art de perdre le concours des lycéens. Je pense qu'on en parlera, ça a dû susciter de nombreuses interventions, à mon avis passionnantes. Voilà, vous me disiez que la dernière fois que vous avez évoqué ce livre, finalement c'était il y a quand même un certain temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez encore l'envie d'évoquer ce roman qui est riche. Je vous propose qu'on démarre tout simplement par le début, par le prologue. Avec Naïma, le personnage de Naïma, qui a la gueule de bois, qui ressent un mal-être assez fort, qui lui fait dire « je ne vais pas y arriver ». Je ne vais pas y arriver. Elle se demande si c'est à cause de tout simplement du mal-être physique, d'une culpabilité d'avoir trop bu quelconque, et puis finalement elle s'aperçoit que c'est quelque chose de plus profond. Alors peut-être pour une première question, je voulais vous demander pourquoi ce prologue, qu'est-ce que ça nous dit de Naïma, et comment Naïma va entreprendre cette recherche autour de sa famille. Pourquoi est-ce que ça a un lien du coup avec peut-être avec une culpabilité qui est suggérée dans ce premier chapitre? Peut-être c'est plus compliqué que ça. Non, c'est qu'en fait, je m'aperçois que beaucoup de gens projettent sur ce prologue des choses que je n'y ai pas mises. Tant mieux. Et notamment voilà cette idée de la culpabilité. On m'a dit aussi plusieurs fois pendant des rencontres, en fait Naïma va très mal dans sa vie au moment où on la rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui est qui a une période dépressive, rongée par le doute, etc. Et en fait, non, c'est vraiment juste la gueule de bois. Et je pense que si vous attachez quelque chose de plus, c'est que vous avez la chance de ne pas avoir connu de terribles gueules de bois récemment ou dans toute votre vie. Mais c'est un état que moi j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup dans le traitement littéraire qui est possible de donner, puisque c'est vraiment un moment où les repères classiques qu'on a pour se diriger, pour se repérer dans nos vies s'effondre. Déjà, le rapport au corps n'est pas du tout le même. Cette impression que finalement notre corps est suffisamment puissant pour nous permettre de faire les actions les plus élémentaires nécessaires à la vie, cette confiance première dans le corps disparaît totalement. La manière d'ordonner ses pensées, de la hiérarchie peut-être des pensées, et la capacité de rejeter des pensées qui seraient soit incohérentes, soit perturbantes, disparaît aussi. C'est un état de non-barrière. Et c'est ce que je voulais montrer. Pas du tout le fait que Naïma aille très mal, mais le fait que dans cet état de non-barrière, de non-défense,
Elle est disponible en fait. Voilà, elle est disponible à des choses qui remontent et qui pourraient être tout à fait autre chose. Mais là, voilà, c'est tout à coup, c'est cette phrase, elles ont oublié d'où elles viennent, qui vient la hanter comme une petite musique de manège. Et elle s'en débarrasserait, voilà, l'idée c'est qu'elle s'en débarrasserait en fait d'un revers de la main dans n'importe quel autre état, mais là elle est disponible à une réflexion à ça. Et pourquoi ce prologue ? C'est pareil, je pourrais essayer de construire toute une théorie sur ce qu'il raconterait, sur la symbolique, etc. En fait, de manière très simple, c'est vraiment un des premiers passages que j'ai écrit, alors que L'Art de perdre n'était pas encore du tout ce roman en 3 parties, je ne savais pas quelle forme il allait avoir. Je l'avais écrit en plus à la première personne, parce que pendant un temps je me suis dit que la narration de Naïma allait être à la première personne. Et ensuite je l'avais incorporé dans la 3e partie de Naïma. Et en fait, en relisant le roman encore et encore pendant les relectures, les corrections, je me disais que ce texte avait gardé ce statut premier. Parfois, il y a des choses qu'on écrit au tout début et puis il s'incorpore parfaitement à la narration globale et puis même des choses qu'on écrit au tout début peuvent devenir une fin. Et là, je me disais, non, ce texte, s'il n'est pas en ouverture, il sert à rien et donc je l'ai remis en prologue. Et j'aimais aussi cette idée que en commençant par la temporalité de la 3e partie, je sortais aussi d'un déroulement chronologique pur et dur. Et j'aime beaucoup les formes qui jouent avec ça. Un de mes films préférés est Il était une fois en Amérique. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais il y a vraiment, il y a cette chose entre le temps présent, les flashbacks et une temporalité du milieu où on se perd tout le temps, on n'arrive plus à savoir à quel moment Robert De Niro, narrateur, s'adresse à nous, sur quelle temporalité on est censé être à égalité avec lui, et donc on a tout le temps l'impression de saut continu dans le temps en avant et en arrière. Et je crois que si j'écris des romans, c'est aussi parce que cette capacité de jouer avec le temps, cette possibilité d'échapper au temps linéaire de ma vie pour créer des boucles dans le temps à ma guise, c'est un des super pouvoirs du romancier dont j'aime bien pouvoir profiter. Est-ce qu'on peut y voir aussi peut-être un parallèle avec votre propre disponibilité par rapport à l'écriture de ce roman ? Est-ce que vous y pensiez depuis longtemps ? Comment vous est-il arrivé ? Est-ce que ça a été difficile de vous y mettre ? Excusez-moi, vous ne m'entendez pas très bien. J'y pensais depuis longtemps, sans savoir, c'est ce que je disais quand j'expliquais que le premier texte était venu, je pensais à quelque chose. Je pensais à quelque chose qui approcherait du sujet des relations franco-algériennes et de l'histoire non connue de ma famille. Mais voilà, je pense que j'y ai pensé à peu près toute la décennie de ma vingtaine, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire et à réaliser que si elle ne m'avait pas été transmise dans le giron familial, j'avais d'autres moyens de l'aborder. Que je pouvais aller lire des textes d'historiens, que je pouvais aller regarder les films des cinéastes, que je pouvais aller lire les romans, et que en fait la transmission n'était absolument pas limitée à une ligne comme ça, grands-parents, parents, enfants. Et donc voilà, disons que je me remplissais de cette histoire et je me disais que j'en ferais quelque chose, mais impossible de savoir quoi. D'accord. Et c'est vrai que la documentation, c'est du coup un roman très documenté. Il est évidemment bien plus que ça, mais c'est vrai qu'on sent aussi que vous avez eu un... Alors, vous le dites très bien au début du livre, justement, aborder une histoire familiale, c'est forcément une histoire mitée. Donc, il y a cette... alors, si, il y a un lien entre Naïma et vous, en tout cas, c'est aller chercher ce qu'il y a dans ces trous, finalement. Alors, vous dites bien mieux que moi, et je ne sais plus exactement à quelle page, pour combler et construire, finalement, sa propre histoire.
enfin, sa propre interprétation de l'histoire de sa famille. Et c'est ce que fait Naïma finalement, puisqu'elle va entreprendre ce voyage documentaire qui nous emmène aussi du coup à échelle d'hommes et de femmes d'ailleurs, on suit de très près les différents personnages qui sont Ali, son grand-père, sa femme Yema, leurs 9 enfants. Alors on suit plus particulièrement Hamid, leur fils aîné, qui est le père de Naïma. Et donc à travers la trajectoire de cette famille, une trajectoire d'exil, d'immigration, depuis la Kabylie jusqu'à d'abord une étape dans un camp de réfugiés à Rivesaltes, enfin dans un camp d'internement à Rivesaltes. Dans un camp de transit et de reclassement. Très bien. Qui va, justement, par exemple, et c'est tout à fait dans le roman un des intérêts, vous nous montrez toute cette, on peut peut-être en parler un petit peu, de ces camps d'internement, de ces camps de transit et de reclassement, pardon, où on y a mis des gens ballottés par l'histoire, voilà, par des histoires différentes. Donc voilà, d'abord à Rivesaltes, puis au bord de la Durance, dans un lieu de travail en fait, où ils vont travailler à scier, enfin en tant que oui, ils sont dans un hameau de forestage et donc ils travaillent avec l'Office national des forêts à entretenir les forêts. Voilà. Et enfin l'arrivée en Normandie dans un appartement. Et donc à travers tout ce parcours, vous avez accumulé une documentation importante. Comment vous avez fait pour la digérer et pour l'intégrer à ce récit très intime? Est-ce que d'abord ça a été un plaisir pour vous plutôt douloureux, ce travail, et est-ce que vous saviez aussi que vous alliez faire un roman si dense, si complet? Est-ce que c'était quelque chose que vous vous êtes dit au fil de l'écriture, qu'il fallait que vous passiez par toutes ces... toute cette grande histoire en fait, enfin, toute cette exploration de l'histoire. Alors ça, d'abord, oui, quand je me suis vraiment lancée dans l'écriture du livre, je savais qu'il passerait par la grande histoire, puisque finalement, d'abord c'était par là que moi je l'avais découverte. J'étais pas vraiment fan. Je disposais pas d'une sorte de complainte intime que j'aurais pu raconter, et en me posant la question de l'agrémenter ou non de blocs de connaissances extérieures. Et puis de manière aussi très déterminée dès le départ, je m'étais dit, je ne peux pas créer le personnage d'Ali par l'intime. Je ne peux pas créer ce personnage qui est si différent de moi, qui a une vision du monde si différente de la mienne, et prétendre que je peux comprendre sa psychologie, que je peux comprendre son rapport intime au monde, aux gens, aux êtres. Il faut d'abord que je comprenne quelle est la société dans laquelle vivait Ali. Et qui n'est pas du tout une société que je connaissais en fait. La Kabylie des années 40, 50, je ne savais pas ce que c'était. Donc en fait il a fallu tout faire au niveau de la documentation. C'est-à-dire savoir comment s'organisait la société, savoir qu'est-ce qui existait à l'époque au sommet de la montagne pour vivre, comment... en fait, et c'est quelque chose que je trouve passionnant, et même si en fait le temps passé est absolument dérisoire par rapport au nombre de lignes que ça prend dans le livre. Par exemple, j'ai vraiment passé des heures et des heures à travailler sur la culture de l'olive, et en fait ça se voit très peu. Et ça se voit tellement peu que j'ai même rajouté dans la deuxième partie une phrase qui parle des scourtins en alpha, en me disant merde, j'ai quand même brassé un vocabulaire technique et j'ai appris tellement de connaissances sur l'olive, je peux pas ne rien mettre, je vais quand même placer 2 mots qui vont faire que les gens vont se dire tiens, elle a l'air renseignée sur la culture de l'olive. Elle sait qu'on peut l'écraser dans des scourtins, ils sont tressés en alpha, c'est des choses comme ça, des petits détails, mais
oui, c'est vrai que j'ai plongé dans une sorte de documentation et qui était complètement folle, mais qui était passionnante. Je suis allée chercher les premiers rapports en fait de botanistes, de géographes, d'anthropologues qui ont été faits pendant les premières phases de la colonisation. Et donc de trouver ces textes pour essayer de comprendre aussi ce qu'était la Kabylie avant que des codes francisés y arrivent, s'y installent. Et donc, quand on travaille sur une documentation pareille, il faut tout le temps aussi essayer de faire le tri, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une documentation objective, qu'est-ce qui est le regard paternaliste, raciste, parfois donc de ce qu'on appelle le racisme bienveillant, parfois d'un racisme malveillant, voilà, comment faire le tri dans tout ça. Et en fait, par contre, ça se transforme assez rapidement en fiction. Je pensais au début que j'allais passer un an à me débattre juste avec les documents que j'avais accumulés, et puis que voilà, je pensais qu'il faudrait que je les digère avant de pouvoir passer à l'écriture. Et en réalité, il y avait vraiment des choses qui me donnaient envie d'écrire tout de suite, et j'abandonnais les documents et je partais écrire. Je pense notamment donc, à un texte que j'ai trouvé sur le panier de la mariée, dans lequel donc j'ai trouvé que les femmes kabyles, au moment où elles se mariaient, leur panier de mariée contenait à la fois des contraceptifs et des comment est-ce qu'on appellerait ça, des aphrodisiaques. Et donc je me disais, mais c'est absolument dingue, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est que ce panier de la mariée. Donc là tout à coup je me suis dit, je veux absolument écrire une scène où Yémar va épouser Alice, qui n'était pas prévu au départ, parce que l'idée de passer c'est un moment où la première partie bascule du point de vue d'Yémar qu'on ne connaît absolument pas à ce moment-là, et ça c'était parce que ce panier de la mariée m'enthousiasmait complètement. Pareil en fait, le moment où vraiment les premiers colons français envoyés sur la montagne découvrent la circoncision en Kabylie, et écrivent des textes absolument horrifiés sur ce qui se passe. Je me suis dit, je veux faire une scène de circoncision, ce qui n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire, et qui reste une de mes scènes préférées, je pense, parce que c'était extrêmement acrobatique. Et donc voilà, c'est vrai que le livre a grossi au fur et à mesure de ces envies-là. Mais j'étais pas partie en me disant je vais écrire. C'est la première fois que j'écris un livre de 500 pages, et je m'étais pas dit pour asseoir une sorte de respectabilité, je ferai un pavé sur le sujet. Non, il a enflé, quoi. C'était assez drôle à voir. Mais c'est ce qui donne ce va-et-vient vraiment entre l'échelle humaine et puis la grande histoire, et ça pose du coup des questions, je pense, que vous abordez dans le roman, qui sont la question du libre arbitre, du choix individuel. Qu'est-ce qu'un choix individuel par rapport à la grande histoire finalement? Est-ce qu'on choisit vraiment un engagement? Là on peut peut-être parler d'Ali et de comment il s'est retrouvé finalement à devoir quitter l'Algérie en 62, puisqu'il a été vu comme étant du côté des colons, ce qui résulte au final de très petits choix qui ont leur importance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Mais je dirais que, oui, au-delà de ça, c'est vrai que cette documentation, elle permet des changements d'échelle qui sont assez dingues. C'est-à-dire, c'est vrai que quand je commence à écrire le livre, ce que je sais de mon histoire familiale, c'est que ma famille n'est pas retournée en Algérie depuis 1962, parce que mon grand-père était considéré comme harki. Mais pour moi, considéré comme harki, déjà c'était une phrase bizarre. C'est-à-dire, je me disais, j'ai appris très rapidement au lycée que les harkis étaient des hommes qui avaient combattu avec l'armée française. Alors comment est-ce qu'on peut considérer qu'on a combattu? Est-ce qu'il a combattu ou pas, etc. Donc déjà il y a un premier temps où je m'aperçois que le terme harki est totalement dévoyé de son sens premier, qu'on l'utilise pour dire à peu près tout et n'importe quoi, et en fait surtout voilà, qu'on l'utilise pour désigner ceux qui sont arrivés dans les camps. C'est-à-dire qu'en fait ça n'est pas réellement ce qu'ils ont fait, le simple fait qu'ils soient là à un moment donné va leur valoir une étiquette.
Sauf que cette étiquette, elle se retourne contre eux, puisque comme elle devient dans la rhétorique de l'Algérie indépendante un synonyme de traître, elle veut dire quand même qu'ils ont fait quelque chose, alors qu'en fait non, elle désignait simplement le fait qu'ils soient là. Donc il y a déjà ce premier flou qui dézoomait aussi totalement cette caméra, à me dire ok, c'est pas la question de ce qu'a pu ou non faire mon grand-père ou même le personnage d'Ali. En abordant ce terme-là, on aborde les trajectoires de dizaines de milliers de personnes l'espèce d'étrange amalgame qui a été fait entre elles toutes et entre leur trajectoire de vie. Et puis aussi arrive alors là encore une sorte de recul supérieur et que je trouve absolument bouleversant, qui est que ce soit dans ma famille ou dans les témoignages de ceux qu'on a appelés les harkis, il y a vraiment cette idée que c'est la guerre, que c'est la guerre d'Algérie et les règlements de compte qui l'ont suivi qui ont fait qu'ils avaient perdu un pays, qu'ils avaient été obligés de quitter un pays. Et en fait, pendant que je suis en train de travailler sur le livre, je lis les ouvrages de Bourdieu et de Sayad sur la dépaysanisation de l'Algérie. Et en fait, ce que je réalise, c'est que guerre d'Algérie ou pas guerre d'Algérie, de toute façon, la génération de mes grands-parents en Kabylie et dans les espaces ruraux et agricoles était la dernière à vivre selon des modes de production pas antiques mais anciens, et que de toute façon la colonisation française avait commencé à bouleverser ces sociétés agricoles traditionnelles et que l'Algérie indépendante, dans son élan socialiste, allait continuer totalement cette industrialisation de l'agriculture. Et donc ce mode de vie était perdu. Ce mode de vie était voué à disparaître. Et je me disais ça, Ali, le personnage ou mon grand-père, ne l'a probablement jamais su. Et c'était bouleversant pour moi de penser qu'il y avait ce questionnement, cette culpabilité, ce déchirement focalisé sur les années de guerre, sur est-ce que ça aurait pu se passer autrement, est-ce qu'on aurait pu ou dû faire autre chose, alors qu'en réalité, à une échelle nationale en Algérie, il y avait une machine qui s'était enclenchée et qui s'arrêterait jamais, et qui faisait que de toute manière, ils n'auraient jamais pu continuer à vivre sur la montagne comme ils le faisaient, ils n'auraient jamais pu continuer à être des notables en ayant juste quelques presses pour l'olive. Cette vie-là était perdue et ils n'en avaient absolument pas conscience. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'émeut profondément, et pour ça, en fait, il fallait passer par la documentation. Jamais, même si j'avais échangé avec lui, jamais mon grand-père aurait pu me raconter cette histoire. Il n'avait pas vu que cette histoire était en train de se faire. Même si au final ça correspond quand même, en tout cas pour Ali, à sa façon de voir la vie, puisqu'il dit souvent que finalement il n'est pas, c'est une sorte de fatalisme, de se laisser de toute façon conduire par la vie. Il est comme ça, Ali, quand même, non? Enfin, c'est comme ça qu'il là encore je transpose. C'est un fatalisme qui l'arrange. C'est ce que je dis, c'est que la fortune d'Ali, elle vient du fait qu'il ait trouvé que le torrent lui ait amené une vis de pressoir et qu'il ait pu commencer donc à presser les olives des autres, alors que c'était un paysan ambulant, il était obligé de vendre ses bras, et donc tout à coup lui arrive une forme de richesse, et pour vivre à l'aise avec cette richesse, qui est en fait décorrélée de toute idée de travail ou de mérite. Enfin, c'est un torrent qui apporte une vis de pressoir, et c'est assez compliqué dans la société dans laquelle il vit d'accepter cette chose-là, sauf à l'accepter vraiment purement et simplement comme un don du ciel, et de ne pas chercher à intérioriser d'autres logiques. Mais ce fatalisme n'est pas du tout
oui, ce fatalisme fait partie des petits arrangements mais je pense que chacun de nous fait avec sa conscience et des histoires. Il y a ça aussi, en fait, ça aussi c'est quelque chose qui me passionne, enfin l'idée que moi je suis là à inventer des personnages de romans, mais en fait quand on invente des personnages de romans, on invente leur histoire vue de l'extérieur, mais aussi l'histoire que eux se racontent à eux-mêmes pour continuer à avancer. Et je crois en fait que vraiment la première esquisse de fiction, c'est quelque chose qu'on fait tous, même si jamais on l'écrit, mais c'est la mise en récit de notre existence pour nous-mêmes. On a ce besoin, et Ali a choisi cette sorte de fatalité. Parce qu'elle l'arrange, parce que c'est un récit qui lui permet de continuer sans se sentir mal. Alors, du fait d'un choix, pour le coup, qu'il fait à un moment de manière très consciente, de dénoncer, de donner le nom de ses voisins à l'armée française, il va être du coup vu comme collaborant avec les colons. Il va devoir quitter avec sa famille l'Algérie en 62, comme on l'a dit, et de là s'ensuit toute une trajectoire d'immigration. Ça aussi c'est quelque chose que vous vouliez d'emblée aborder dans ce roman, tout ce processus, parce que du coup à travers à la fois d'abord Ali, mais ensuite Hamid, son fils, qui lui va avoir une autre histoire avec l'Algérie, une autre histoire avec ses parents, et puis Naïma ensuite. Vous saviez que vous alliez avoir ce fil romanesque en 3 temps, et ce regard un peu transversal sur comment de génération en génération on compose avec ce pays d'origine, ce pays quitté, perdu pour les parents, mais pour les grands-parents, mais c'est plus compliqué pour les autres. C'était votre projet romanesque? D'abord, l'immigration m'intéressait comme le temps de l'émigration. Et ça, c'était quelque chose dont je savais que je voulais parler aussi. Oui, on parle en permanence d'immigration, on parle finalement très peu d'émigration. Et ce faisant, on a tendance aussi à couper les gens de leur passé. Si on considère qu'ils prennent un peu une existence au moment où ils se matérialisent sur notre territoire national. Et cette manière de faire, elle peut sembler tout à fait logique, c'est-à-dire oui, finalement, en fait, on les voit, on s'intéresse à eux, on en parle qu'à partir du moment où ils deviennent nos proches, nos voisins, et on a besoin de mots pour les désigner, et sur notre territoire, ce sont des immigrants. Mais elle est plus problématique parce que, en fait, en niant le passé et le pays que peuvent avoir quitté ces personnes, ces familles, on ne regarde pas non plus la manière dont les années de vie qu'ils ont eues là-bas, qui dans le cas de Ali, Yema et Hamid ne sont pas les mêmes, puisque Ali est déjà un homme mûr, Yema est encore une jeune femme, Hamid a un enfant, donc ce ne sont pas les mêmes nombres d'années, mais quand même, ces années-là, elles donnent des manières de vivre, de penser, elles nous donnent des plis. On prend certains plis, elles nous forment, elles nous forgent, et c'est pas si facile que ça de se défaire des plis qu'on a pris à un endroit, dans une société donnée, et les plus petites choses en fait marquent une certaine habitude du corps, qu'il fasse telle température et pas telle autre, que la nature présente ces signes-là et pas d'autres, etc. Et je voulais redonner tout ça aussi, dire en fait, au moment où ils arrivent en France, ces gens ont leur code, leur pli, leur rapport aux choses, et il n'y a rien dans les codes français qui fasse sens de manière si évidente. En fait, tout est compliqué. Et c'est pas seulement la langue, ça je pense que ce serait le plus évident. Je veux dire, en effet,
mais tout, enfin, par exemple, voilà, c'est Naïma qui le dira dans la partie 3, le rapport à la douleur qui n'est pas le même. Le fait que, quand on dit j'ai mal, que si elle dit j'ai mal, Yema, sa grand-mère, va tout de suite la plaindre et la prendre dans ses bras et lui faire un câlin, alors que ses collègues vont dire c'est pas si grave, ça va aller, tu vas te remettre à vue un docteur. Cette réception tout à fait différente d'un même énoncé. Et donc voilà, il y a énormément de choses comme ça qu'il faut réapprendre. Il y a énormément de choses qui font qu'on a l'air bizarre, qu'on a l'air hostile, et sur lequel on n'a aucun contrôle. Et je sais plus quel était le début de la question. Si, oui, émigration, immigration, et le truc des 3 générations. Et oui, et le fait que cette émigration-immigration me paraisse devoir être pensée sur un temps long. En fait, je crois qu'il ne faut pas connaître, il faut vraiment méconnaître cette donnée de l'intérieur pour croire que l'intégration est une chose qui est d'abord contrôlable de l'extérieur et en plus qui peut se faire de manière très rapide. Il y a des choses qu'on peut apprendre de manière plus ou moins rapide. On peut se concentrer et apprendre une langue. Mais justement, la totalité de toutes ces choses minuscules qui font un rapport au monde et aux autres, etc., ça prend un temps qui est à la fois fou et qui en même temps est extrêmement rapide. Je sais que moi, ce livre, je pouvais pas l'écrire autrement que en parlant des 3 générations, parce qu'une des choses qui me sidère le plus quand je suis dans la part de mes grands-parents, c'est de me dire, mes grands-parents, maintenant il reste que ma grand-mère est analphabète, elle ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, je suis romancière. Ma grand-mère a été mariée à 12 ans, et elle a eu 15 enfants, je ne veux pas d'enfants. Et voilà, et de me dire, c'est 3 générations, mais on est dans le même temps. On peut se tenir ensemble dans une cuisine, on peut discuter ensemble, on peut. Donc c'est pas si éloigné que ça en fait. Mais le changement dans les habitudes de vie, ce que je considère moi comme normal. Ce que ma grand-mère considère comme normal, se dire, oui, pour moi c'est incroyable en fait qu'en 60 ans il y ait un tel bouleversement dans ce que je considère être une vie de femme de 30 ans et ce que ma grand-mère pouvait considérer comme la normalité de la vie d'une femme de 30 ans. Donc oui, je voulais l'inscrire dans un temps long, cette histoire. Et le fait, comme le dit la citation de Bourdieu que vous notez en début de chapitre... Il n'est pas de famille qui ne soit le lieu d'un conflit de civilisation. Ouais. La sociologie aussi, l'ethnographie, j'imagine que c'est des lectures aussi que vous avez faites pour travailler. Alors là, je voudrais juste, j'espère qu'on aura le temps, revenir à ce café de l'architecture où vous êtes intervenu donc il y a quelques temps pour parler notamment de, vous évoquiez le travail scénographique autour de votre création Hansel et Gretel et vous parliez de votre rapport à la ville, à l'espace et vous parliez d'une chose que j'avais pas forcément repérée dans l'art de perdre, qui était aussi une recherche que vous aviez faite et que vous aviez envie d'explorer, en tout cas de manière romanesque, sur la manière de s'approprier les lieux, les appartements. Et c'est vrai que les états d'habiter sont successifs de la famille, sont très importants dans ce roman. Vous pouvez en reparler un petit peu aussi, même si peut-être à partir de l'appartement de Normandie. Ça fait partie de quelque chose. Oui, ça fait partie aussi de ces données extérieures dont on aime à croire qu'en fait c'est nous qui les maîtrisons, alors qu'en fait elles induisent des façons de vivre. Et un appartement HLM a été pensé par d'autres personnes que vous pour être le plus facilement vivable, mais si vous acceptez de vivre comme l'appartement le veut. Et c'est vrai, alors là en plus il
il y a très peu de temps, je me suis replongée dans les textes des offices HLM sur la manière de penser les appartements de 1947, pour voir comment ces espaces avaient changé. Mais donc, et vraiment, voilà, tout est pensé dedans, c'est-à-dire où est-ce que sera le meilleur endroit pour ranger les serviettes de bain, quel est l'espace qui devrait être dédié au travail, est-ce que s'il reste un minuscule espace pour un bureau mais qui est loin d'une fenêtre, est-ce qu'on n'encourage pas les enfants à ne pas travailler parce que le lieu est trop déplaisant, ou au contraire, si on prévoit qu'il y a un bureau sous une fenêtre, est-ce qu'on ne bloque pas l'accès à la seule ouverture comme ça qui dans un petit appartement est absolument nécessaire. Donc il y a cette vie, en fait, il y a cette vie qui est pensée dans tous les ensembles architecturaux. Et dans les immeubles HLM dans lesquels ma famille a grandi, il y a aussi ce ratage total de parties communes. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui vivaient une vie de village très marquée par le fait d'avoir des endroits communs où échanger, et qui se retrouvent en fait dans des blocs où vraiment en fait les appartements sont pensés selon une tradition française bourgeoise qui est la vie intime, c'est le lieu du secret en fait. Il existe une place publique, une place de la politique, etc. Mais la maison c'est l'endroit du secret. Il n'y a pas de communauté dans la vie. Dans le fait de partager la bouffe, d'élever à plusieurs les enfants. Ça, c'est pensé selon des valeurs de vie qui ne sont pas celles des populations qu'on envoie habiter sur place. Et en fait, pour Ali et pour Yema, il y a quelque chose aussi d'extrêmement impressionnant dans ça. C'est-à-dire qu'à chaque moment, l'appartement leur renvoie le fait qu'ils ne savent pas comment y vivre. Et donc en fait l'appartement est un peu terrifiant. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces dispositions, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va le meubler, on ne sait pas comment meubler cet espace-là. On a envie de le meubler pour faire comme les Français, mais qu'est-ce que ça veut dire, puisque de toute façon on est dans un grand ensemble où il n'y a pas de français. On a été mis à un endroit où justement on peut vivre sans que les Français aient à supporter le spectacle de cette population. Donc en fait, on construit une sorte d'idée comme ça, d'idée un peu fantasmatique de ce que ça devrait être. Et on est la proie, et ça c'est pareil, c'est le livre d'Abdelmalek Sayad, La double absence, qui me l'a appris, je ne le savais pas du tout. On est la proie de tous les vendeurs, colporteurs qui viennent démarcher en fait cette population en utilisant son désir de se conformer le plus possible et son ignorance totale de à quoi ressemble la vie qu'on essaye d'avoir. Et voilà, et ça passe par notamment d'immondes armoires normandes, comme celle que je décris dans L'Art de perdre, et qu'il y a dans quasiment tous les appartements de la cité HLM où vit encore ma grand-mère. Alors, L'Art de perdre, c'est aussi l'histoire d'un deuil pour une partie de la famille, du deuil du pays quitté. Hamid le fait plus facilement, ce deuil, puisque donc le fils aîné, puisque lui va progressivement faire ses propres attaches avec le pays d'accueil. Ça donne lieu à une scène assez bouleversante où Ali et Yema reçoivent un courrier du gouvernement algérien qui leur demande de rendre les terres dont ils sont encore propriétaires, puisque de les donner à la personne qui les exploite. Et Hamid, lui, fait très très vite, accepte très bien, parce qu'il a eu aussi, il a découvert un certain engagement politique, il est sensible aussi à cette idée socialiste qui travaille la terre, la possède,
et on a une première rupture, en tout cas une rupture importante entre Hamid et ses parents. Et puis Naïma, elle est plus dans une perspective de retrouver cette terre, ce pays perdu. Est-ce que c'était de ça que vous vouliez parler dans l'art de perdre, de ce rapport à la perte aussi du pays, des origines, ou de quelque chose de fantasmé, tout simplement? En fait, pour moi, Naïma, elle ne veut pas retrouver un pays perdu. Je pense vraiment que je pense vraiment que pour Naïma, il n'y a pas vraiment de problème, à part cette gueule de bois du prologue. C'est pas... Il n'y a pas de manque de ce pays-là. Par contre, une quête peut-être. Par contre, non, il y a une question très simple qui se pose, qui est qu'elle réalise à un moment donné que elle croit avoir refusé un déterminisme, elle croit avoir agi en toute liberté en ne se posant pas la question de l'Algérie, et en réalité qu'il n'y avait aucune liberté puisque on ne lui a rien donné de l'Algérie. Et donc, ce qu'elle pensait être un refus n'est pas un refus, puisqu'on ne peut pas refuser quelque chose qu'on ne vous donne pas. Je ne vais pas vous dire non merci si vous n'essayez pas de me tendre quelque chose, ce serait... Et donc pour avoir en réalité la possibilité de ne pas être déterminée par l'histoire de la famille, il faut qu'elle la retrouve, pour pouvoir ensuite vraiment décider, dans la marge de liberté qui est la sienne, si elle veut ou non de cette histoire. Parce qu'en fait, celui qui a pris la décision, c'est Hamid. Mais Naïma, à aucun moment, en réalité, la décision ne s'est posée. Et voilà. Et ce qu'elle a appelé Algérie, c'était en fait l'appartement de sa grand-mère. Ce qu'elle a considéré comme étant sa part algérienne, c'est son physique. Mais elle ne sait rien ni du pays réel qu'est l'Algérie, qui n'est pas un appartement dans une cité HLM de Basse-Normandie, ni de la trajectoire familiale. Donc voilà, à un moment donné, c'est quelque chose qui la perturbe. C'est plus... Je vis... je parlais tout à l'heure des récits qu'on se construit pour réussir à vivre avec soi-même. Je vis sur un récit dont tout à coup je prends conscience qu'il est mensonger. Il y a ce couplet justement que j'écris qui est le couplet qu'elle répète à chaque fois qu'on lui demande si elle est allée en Algérie, et qui est à chaque fois elle dit mais non, mon père voulait nous emmener, mes sœurs et moi, mais mon cousin a été tué pendant la décennie noire et donc mon père a décidé. Et au bout d'un moment, voilà, elle se dit tout ça a été des barrières que je me suis construite pour ne pas voir que en fait là-dedans je n'avais aucun choix. Et la colère de cette réalisation, elle est multiple. C'est-à-dire, il y a à la fois... D'abord, il y a une colère contre Christophe, donc son patron et amant, qui lui parle de l'Algérie, qui connaît mieux l'Algérie qu'elle, alors qu'il n'a rien à faire là-bas, et qu'il y est allé, voilà... dans des voyages comme ça, culturels extrêmement plaisants, avec son statut de galeriste, rencontrer des artistes, etc. Donc cette colère aussi de celui qui n'a jamais eu à avoir peur, envers celui qui n'a jamais eu à avoir peur de l'Algérie et qui vient en parler comme si c'était facile. Il y a une colère contre le père qui a pris la décision et qui a fait semblant ensuite que les enfants étaient libres de choisir. Et puis aussi une colère contre la transmission par l'extérieur, et qui n'est pas uniquement celle de l'enseignement, mais dans laquelle il y a aussi cette idée de qu'est-ce qui est donné pendant les cours d'histoire, mais pas seulement. Enfin, qu'est-ce qui est donné dans ce que j'ai pu voir à la télévision, au cinéma, par des livres. Pourquoi je peux avoir 30 ans et ne rien connaître de l'histoire qui a été non seulement celle de ma famille, mais, je l'ai dit, de dizaines de milliers de personnes. Et donc, à partir de là, ça devient une quête, parce que c'est le sentiment qu'il faut réparer une injustice, et qu'on a un droit à l'histoire, et que Naïma estime que son droit à l'histoire a été bafoué.
Mais au final, qu'est-ce qu'elle trouve, qu'est-ce que lui amène ce voyage en Algérie? J'en sais rien. C'est comme ça que vous concluez d'ailleurs le... Mais oui, ça lui amène peut-être la vie. Enfin, est-ce que ça lui amène pas, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu, un lâcher prise aussi par rapport à cet héritage, de se dire que finalement tout était à construire. Son rapport à l'Algérie, elle l'aura dans le futur. Mais son rapport ou son non-rapport. Son non-rapport. C'est ça, c'est que maintenant que cette démarche-là a été faite, elle peut décider. Elle peut décider bien plus librement qu'avant d'être ou non concernée par ce pays, par cette histoire, mais la fin du livre reste ouverte parce qu'en fait, je crois pas que ce soit quelque chose qui puisse se présenter comme une évidence immédiate. Et même si elle se présente comme une évidence immédiate, rien ne dit qu'elle va pas être changée, bouleversée dans les années à venir. Et j'aime pas, j'aime pas ces faux procédés de fiction qui vous font croire que quelque chose peut résoudre un problème, une fiction pour toujours, qu'il y a des questions, des blessures, mais qui peuvent être soignées, qui peuvent être... et je détestais ça d'ailleurs quand la première fois que je suis revenue d'Algérie et que les gens me disaient alors, et je sentais qu'ils voulaient entendre un truc. Écoute, tous mes problèmes, mais vraiment, quoi, tous mes problèmes sont résolus, même ceux qui n'ont rien à voir avec l'Algérie. Il se trouve que, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Le fait d'aller dans un pays où on va sans chercher quelque chose de précis fait que de toute façon, on va revenir sans réponse précise. Par contre, ce que Naïma a expérimenté, ce que j'ai expérimenté, c'est simplement que c'était possible. Qu'il était possible d'y aller, qu'il était possible de voir par soi-même, que cette grande peur dont on pouvait avoir hérité de manière plus ou moins consciente, en fait n'était pas une muraille infranchissable. Et ça, déjà, c'est énorme. On n'a pas besoin d'en faire autre chose. Et moi j'aime bien cette idée, j'aimais cette idée aussi de laisser Naïma sur quelque chose de complètement ouvert, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'elle y retournera ou pas, on ne sait pas. Si elle y retourne, est-ce qu'elle va juste rendre une visite de courtoisie aux gens qu'elle a rencontrés? Est-ce qu'elle va commencer une histoire d'amour avec Ifrène? Est-ce que elle y remettra jamais les pieds et c'est quelque chose qu'elle va raconter autour d'elle pendant des années pour faire un peu frémir tous les Parisiens du 6e arrondissement qu'elle fréquente sur comment elle est montée sur la montagne dans un lieu interdit aux femmes et comment elle a rencontré cette famille, etc. Comment sa cousine avait le visage de sa sœur, on ne sait pas, et j'aurais trouvé ça aussi, extrêmement, je sais pas, arbitraire et autoritaire de choisir, et j'aime pas les je suis très fâchée contre les fins de fiction définitives. C'est quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler sur Hansel et Gretel. Je me suis rebellée contre la fin des fictions il y a quelques années. J'ai réalisé que ma trop grande pratique de la fiction m'avait fait croire qu'à un moment donné, tous les problèmes de nos vies se résolvaient. On se formait comme ça pendant un temps, et puis qu'arrivait à un certain âge, peut-être 20, 25, on était totalement formés, tous les nœuds, toutes les questions, tous les dilemmes qu'on pouvait se poser étaient résolus et qu'on vivait un plateau, comme ça. Et puis qu'à la fin, se posaient d'autres questions liées à la vieillesse, etc. Et puis qu'on mourait. Mais que principalement, vraiment, il y avait une stase, il y avait ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant toute une phase comme ça pendant laquelle il ne se passait plus rien. Il n'y avait plus d'histoire à raconter, on avait triomphé de toutes les épreuves. Et putain, quand je suis arrivée à l'âge adulte où je croyais que commençait le plateau et que j'ai vu que c'était pas vrai, j'en ai beaucoup voulu aux fictions multiples que j'avais pu avoir entre les mains, d'avoir créé cette image, et je me suis dit...
on met des avertissements sur les paquets de cigarettes, mais personne ne m'a jamais dit à quel point ce que j'ai lu pouvait être nuisible à ma représentation du monde. Donc, voilà. L'art de perdre, c'est aussi une manière de dire je refuse de jouer ce jeu-là. On n'arrête pas, enfin, le moment où on abandonne un personnage, ça n'est jamais parce que tout est résolu. L'art de perdre, ça m'a aussi fait un peu penser à Sombre Dimanche, dans cette question de laisser, un moment de laisser derrière soi des choses, quand même. Est-ce que c'est pour ça l'art de perdre? C'était pour ça ce titre? Ce poème d'Elisabeth Bischoff que vous avez, peut-être vous pouvez nous le lire? Oui. Je sais qu'il est page 496. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. Perds chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le et l'heure gâchée qui suit. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Puis entraîne-toi, va plus vite. Il faut étendre tes pertes aux endroits, aux noms, aux lieux où tu fis le projet d'aller. Rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de 3 maisons aimées, partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu 2 villes, de jolies villes, et plus vastes, des royaumes que j'avais, 2 rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Merci. Ça, c'était aussi dans votre projet, d'écrire sur être perdant, sur perdre quelque chose. Oui, parce que j'aime beaucoup la polysémie enfin, c'est pas vraiment une polysémie, mais j'aime beaucoup tout ce qu'on peut perdre en complément d'objet direct. J'aime le fait qu'on puisse perdre ses clés, perdre la tête, perdre une guerre, perdre la main. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, cette infinie déclinaison de la perte qui est possible. Et aussi, en fait, j'ai réalisé, enfin, il y avait justement il y a énormément d'échelles comme ça il y a, je sais pas, toute cette histoire toute cette histoire que j'ai commencé à raconter, cette idée de la perte, et des différentes formes de la perte, elle est partout. Par exemple, la France perd la guerre d'Algérie alors qu'elle est militairement gagnante. Donc en réalité, c'est les indépendantistes qui perdent militairement, mais c'est eux qui gagnent un pays. Donc déjà, il y a cette donnée qui me disait qu'il faudrait repenser cette notion de la perte quand on parle de ça. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd un pays? Ça, je trouvais ça aussi assez fou. Enfin, ce pays est perdu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus y revenir? Est-ce que ça veut dire, comme dans cette scène, comme Ali écrase en fait une cigarette sur la carte pour enlever l'Algérie du pays, ou dans cette vidéo de Lina dont je parle de cet homme qui dit il faut oublier l'Algérie pour toujours, il faut oublier l'Algérie. Est-ce que c'est vraiment une sorte d'effacement total, ou est-ce que c'est simplement quelque chose où on admet que nous, on ne peut plus y être? Oui, il y a des tas, il y a des tas de choses qui me. Et puis quand je suis allée en Algérie, quand je suis revenue d'Algérie la première fois, la deuxième fois quand je suis allée jusqu'au village, à ce moment-là, ma grand-mère a commencé à me parler de sa vie avant l'arrivée en France, ce qu'elle avait quasiment jamais fait. Et en fait, les premières choses qui lui revenaient, enfin les premières complaintes de perte qu'elle a exprimées,
c'était sur des choses infimes, c'était sur ses parures de bijoux, ses robes qu'elle avait laissées là-bas. Et en fait, je trouvais ça... J'ai jamais trouvé ça petit ou mesquin. Au contraire, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de me dire 60 ans après, elle a encore en tête les dessins des parures, les couleurs et les tailles des robes qu'elle a laissées là-bas. Et je sentais presque elle avait presque envie de me demander si je les avais pas vues. Et de me dire, voilà, la perte, elle prend aussi ces formes-là. On ne sait jamais, peut-être qu'on ne sait jamais ce qui nous manquera le plus. Et en fait, dans L'Art de perdre d'Elizabeth Bishop, il y a une dernière strophe que j'ai pas mise, et qui est... je l'ai pas mise parce que je trouve qu'en traduction, elle passe pas très bien, et qu'en anglais, elle est très très forte. Donc c'est parce qu'il y a une parenthèse intégrée dans un vers, etc. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça quand on ne connaît pas le poème, mais... et cette dernière strophe, elle est un petit peu le contraire en fait des précédentes. C'est-à-dire, Bishop finit par admettre qu'il y a des choses qui lui manquent, et ces choses qui lui manquent, c'est une blague et un geste de la main de l'homme qu'elle a aimé et qui est parti et qu'elle a perdu. Et je me dis, enfin voilà, il y a cette chose aussi c'est cette chose qui m'émeut dans le poème, qui est, on ne sait pas en fait, enfin, je pense au moment où cet homme est parti, Bishop ne devait pas se dire que ce qui allait lui manquer, c'était sa blague sur, il y a je sais pas, un Belge, un Américain au de la Tour Eiffel, ou le geste de la main qu'il avait quand il mangeait sa soupe, et pourtant, c'est ces choses-là qui vont au travers des années, devenir les fantômes minuscules, les ogres de poche, comme ils les appellent dans L'Art de perdre, dans la deuxième partie, dont on n'arrivera pas à se défaire. Et voilà. Et ça, je trouvais ça aussi très beau de me dire, oui, peut-être qu'il y a une guerre et un pays perdu, mais au bout du compte, ce qui nous manque, c'est le dessin particulier d'un bijou qui nous a été offert à la naissance de notre fils. Et c'est ça qu'on voudrait retrouver. Il est temps, je pense, de vous laisser la parole. Vous avez sans doute des questions. Oui ? Alors, oui, merci. J'ai lu avec beaucoup de plaisir L'Art de perdre. J'ai une question. Est-ce que votre livre a eu un écho en Algérie? Est-ce que vous avez des lecteurs algériens? Alors c'est un peu compliqué, pas forcément pour des raisons politiques ou des raisons de contenu du livre, mais aussi pour des raisons très simples, qui est que en fait un livre français coûte très cher en Algérie. Par rapport au salaire moyen, c'est considérable. Et donc, L'Art de perdre a été dans quelques librairies francophones en Algérie, mais c'est une denrée de luxe. Et donc, à part quelques intellectuels, grands lecteurs, et puis les quelques journalistes qui l'ont chroniqué, mais qui, je pense, étaient déjà familiers du fait que la rhétorique gouvernementale sur la question des harkis était beaucoup plus légendaire que réelle. Voilà, à part cette intelligentsia-là, je ne pense pas que le livre ait eu beaucoup d'écho. Bonsoir. Moi je voulais vous dire merci pour votre livre, parce que c'est énorme d'avoir écrit sur cette histoire. Voilà, moi, mais je vous l'ai dit, hein, je suis de Flers, donc je suis particulièrement émue en fait, parce que je suis allée au collège et au lycée avec vos oncles et d'autres enfants de harkis qui étaient à Flers, qui sont arrivés, donc il y avait une grosse communauté harkis. Et ça m'a donné l'occasion, il y a quelques semaines, parce que dès que j'ai lu le livre, je les ai interrogés, eux, sur ce qu'ils avaient lu, ce qui n'était pas du tout évident, et ce qu'ils en avaient pensé. Et donc en les rencontrant,
ça nous a donné l'occasion pour la première fois, on était au collège il y a 30 ans ensemble, hein, donc pour la première fois, ça nous a donné l'occasion de parler du fait qu'ils étaient enfants de harkis, ce qui, d'ailleurs, quand je le dis, pour moi, c'est pas du tout la définition de mes amis, ce sont mes amis, et eux-mêmes, en fait, ont peu de mots, ou en tout cas, on n'en a jamais parlé avant, parce que, comme j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, c'est Ami qui a pris la décision, c'est mon père qui a pris la décision, et eux, on a vécu ensemble, enfin, je veux dire, on s'est jamais posé la question, enfin, évidemment que c'était latent, puisque quand même, voilà, il y avait aussi des profs au collège qui étaient pieds noirs, donc vous imaginez les rapports un petit peu parfois maladroits de profs pieds noirs avec des enfants de harkis mis ensemble dans une salle de classe. Mais c'était latent, mais on ne l'avait jamais exprimé. Et donc il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, et c'était la première fois qu'on en parlait, en fait. Et voilà, après, de choses... voilà, puis on n'en a pas forcément parlé longtemps et beaucoup, parce qu'en fait, on n'a pas cette approche, puisqu'ils ont dit qu'effectivement, cette question, eux, leur était revenue bien après, adultes, en fait, ou plus âgés, mais pas quand ils étaient collégiens ou lycéens, puisqu'on ne se posait pas les questions, et que cette histoire n'était pas parlée, même si il y en avait qui étaient fiers, il y avait plein de choses qui se passaient, mais en tout cas, voilà, c'est énorme. Et en même temps, voilà, moi ça fait partie de ma vie, parce que aussi on vivait à Flers, et que voilà, il y avait on voyait aussi, moi, le Pont Ferron. J'y suis allée petite dans le bureau de mon père qui était là, dans l'immeuble du Pont Ferron, et c'était voilà, c'était aussi, j'y suis sensible parce que c'était comme ça, et qu'on voyait aussi cette communauté qui était accueillie de manière scandaleuse par certains côtés, et comme vous décriviez, hein, les appartements, la cité, le Pont Ferron, quand il pleuvait, c'était triste, quoi, c'était gris. Mais voilà, c'est énorme, c'est un cadeau, ce livre, et c'est un cadeau aussi pour la vie à venir avec toujours ses amis, parce que ça permet de continuer et de mieux les connaître, et que eux aussi partagent des choses qu'on a finalement peu partagées, parce qu'on a simplement vécu ensemble. Voilà. Donc merci. Merci. Moi, je vais en profiter alors pour une autre question. Avec le concours des lycéens, vous avez échangé de nombreuses fois, j'imagine, avec les publics jeunes, ados. Est-ce qu'ils vous ont montré un aspect de votre livre que vous n'aviez pas forcément vu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans leur réaction, dans les échanges avec eux? Non. Non. Je suis désolée, cette question, on me l'a posée 50 fois, et je sens qu'il y a un espoir particulier autour de ça, et j'adorerais vous dire que ça a été fou, que j'ai accompli une œuvre de transmission absolument dingue avec ces adolescents. Et souvent, comme ça, pour faire plaisir à la personne qui me pose la question, je vais déterrer des petites anecdotes en essayant de leur donner un sens beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qu'elles n'en ont en réalité eu. Mais non, enfin, en fait, il n'y a pas de... J'en sais rien, enfin, les lycéens ne sont pas si différents que ça des lecteurs plus âgés. Bien sûr. Et donc j'ai avec eux le même type d'échange, et puis surtout les lycéens ne constituent pas du tout une catégorie de lecteurs homogène.
C'est comme si vous me disiez qu'est-ce que les plus de 60 ans ont pensé de l'art de perdre. Ça dépend desquels. Donc dans les lycéens, il y en a pour qui c'est un livre formidablement ennuyeux, parce que c'est sur de l'histoire, que ça les intéresse pas. Il y en a que ça passionne. Il y en a à qui ça raconte l'histoire de leur famille, ou en tout cas d'une famille prise dans des trajectoires migratoires, et ils ont l'impression que c'est fait pour eux. Il y en a qui disent qu'ils attendront le film parce que vraiment 500 pages c'est trop long. Il y en a qui ont tenu à me faire absolument des câlins et qui ont pleuré dans mes bras. Enfin, il n'y a pas de public lycéen dont je pourrais dire résumer la réception et vous expliquer à quel point elle était particulière, folle, forte, chargée, émouvante. Pardon, mais non, pas de problème. Alors, comme vous parlez des plus de 60 ans, donc je vais amener ma petite note. J'en ai 62. Moi, votre livre m'a énormément touchée et m'a fait remonter à un souvenir que j'avais complètement zappé. En fait, quand j'étais au collège, j'avais une amie pied noir qui est arrivée, on devait être en 5e, et puis je l'ai perdue de vue quand on est parti à seconde. Et c'est vrai, bon, c'est pas une harkie, c'était une pied noire, enfin ses parents surtout. Et je me suis rendu compte, donc à l'âge où je suis, que en fait, moi j'ai un oncle qui a fait la guerre d'Algérie, et on n'en a jamais parlé. La seule chose que j'ai pu savoir de cette guerre, c'est à travers ma mère, qui était très proche de mon oncle, parce que c'était les petits derniers, qui étaient partis très jeunes. Mais c'est vrai que c'est une période de l'histoire qu'on ne nous a pas expliquée, qui, pour les Français, je dirais d'origine, si on peut dire, on nous en a rien dit en fait. C'est vraiment passé inaperçu. Enfin, pour moi, pour beaucoup de gens de mon époque. Ah, j'entends non, tout le monde n'est pas d'accord. Donc moi je vous remercie déjà de m'avoir fait remonter ce souvenir-là. J'aimerais bien retrouver cette amie que j'ai perdue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et j'aurais bien aimé en parler justement avec elle. D'un autre côté, quand vous parlez des HLM, je dirais oui, c'est vrai, ça a été construit pas du tout pour les gens qui arrivaient pour vivre dedans. Mais moi, je suis issue de la campagne, donc je suis née en 56, et c'est pareil, dans les années 70, quand on venait du fin fond de la campagne, les appartements dans les HLM, c'était pas du tout non plus. Nous aussi, on vivait dans des hameaux, il y avait beaucoup de convivialité, il y avait beaucoup d'échanges. On faisait des soirées au coin du feu avec des... non mais tout à fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou si je me suis mal exprimée, je me corrige. Les appartements HLM sont construits selon des modes de vie qui sont étrangers, pas uniquement aux populations qui sont arrivées d'Algérie pour aller nourrir les usines, etc. Et c'est vrai que en fait, même au départ, dans Algérie 60, Bourdieu parle de l'étrangeté des appartements, mais donc sur le territoire algérien même, et pour la population rurale qui, justement, bouleversée par ces tremblements dans l'agriculture traditionnelle dont je parlais, se rapproche des villes pour y trouver de l'emploi dans les nouveaux bassins de l'emploi, et en me disant, en fait, oui, en arrivant de la forme de vie villageoise, il n'y a rien dans ces appartements de citadins
qui ait un code clair. Et qui paraît chaleureux, qui paraît, etc. Donc oui, c'est l'étrangeté de l'appartement HLM est tout à fait partagée par énormément de gens qui se sont retrouvés à y vivre, contraints ou pas contraints du tout d'ailleurs, même en y allant avec enthousiasme. C'était juste pour dire voilà, qu'en fait nos habitations nous demandent de vivre d'une certaine manière, et que c'est quelque chose qu'on préfère éviter de se représenter en se disant plutôt que c'est nous qui agençons et décorons le milieu dans lequel on vit, en enlevant cette chose qui est non, les habitations exigent quand même un certain comportement, et on s'y plie. Et parfois il est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de s'y plier, on a déjà été formé pour ça, donc ça se fait sans heurts aucun. Et parfois, au contraire, le mode de vie que demande cet appartement est tellement étranger, et on se cogne partout, pas forcément littéralement, aussi psychologiquement. Pas d'autres questions ? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on arrête.